Dans cette vidéo, je vais vous présenter Macrocosmos, le projet avec la plus grosse équipe sur BitTensor, qui possède également le plus grand nombre de subnets différents. Ce projet est étroitement lié à BitTensor. Une partie de l'équipe travaillait avant pour la fondation derrière BitTensor, dont le cofondateur qui était littéralement directeur technique de BitTensor, c'est d'ailleurs lui qui a créé le tout premier subnet, et Macrocosmos développe un écosystème de solutions d'IA fondamentales pour BitTensor. Donc même si vous n'investissez pas dans les subnets et que vous êtes seulement holder de Tao, ça reste pour moi très important de s'intéresser à ce projet. L'équipe de Macrocosmos fait assez peu de marketing, c'est avant tout une grosse équipe d'ingénieurs et de développeurs, donc au final très peu de gens captent vraiment ce qu'ils font, ni la puissance de certaines de leurs solutions. Et en France c'est encore pire, je vous garantis que vous trouverez pas un seul contenu sur eux. Pourtant c'est selon moi actuellement avec Rayon Labs, une des entreprises les plus importantes construisant sur BitTensor. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous expliquerai tout ce qu'il y a à savoir sur Macrocosmos et leurs 5 subnets, et je vous donnerai mon avis en fin de vidéo sur si oui ou non ça vaut le coup d'investir sur leur subnet maintenant. Et oui, depuis quelques semaines, les prix des tokens de subnet souffrent et affichent des retracements souvent entre moins 40 et moins 70%. Mais si vous croyez en l'avenir de BitTensor et des subnets, c'est clairement le bon moment pour s'y intéresser. Oui, le protocole n'est pas parfait, oui, il y a peut-être quelques améliorations à y apporter, mais je pourrais littéralement faire une vidéo entière sur les catalyseurs que je vois pour BitTensor et pour les meilleurs subnets. Mais bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, ce n'est que mon avis subjectif, je ne suis pas voyant et ma boule de cristal peut être poussiéreuse. Et en attendant, si vous souhaitez juste rester en staking pépère sur le root, vous avez la stratégie Optimize Root de MantaMinds. Si vous laissez vos Tao moisir sur un exchange, ça prend vraiment 2 minutes de déléguer via MantaMinds. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez passer par mon lien affilié en première ligne de description. Macrocosmos, c'est une entreprise qui développe des solutions open source et décentralisées dans l'IA. L'équipe de Macrocosmos veut prouver qu'il est possible de développer des modèles d'IA open source sur la blockchain, capables d'égaler, voire de surpasser les modèles d'IA du Web 2, qui sont généralement opaques, difficiles à comprendre ou à réutiliser, car leur utilisation reste sous contrôle exclusif de leurs créateurs. Et pour ça, ils ont choisi BitTensor, donc ils se sont spécialisés dans la conception de systèmes de récompense permettant d'inciter des ingénieurs et chercheurs en IA du monde entier à contribuer à leurs solutions d'IA et à les améliorer en continu grâce à la compétition entre mineurs. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, car vous n'êtes pas familier avec BitTensor ou avec les notions d'IA de base, j'ai fait des tas de vidéos qui en parlent. Et donc les solutions d'IA de Macrocosmos, ils les développent à travers des subnets, 5 subnets précisément, ce qui en fait d'ailleurs le projet sur BitTensor possédant le plus grand nombre de subnets. Ils ont le subnet 13, appelé Data Universe, qui est un subnet spécialisé dans la collecte massive de données de réseaux sociaux. Ils ont le subnet 9, appelé IOTA, qui est spécialisé dans l'entraînement de modèles de fondation, c'est-à-dire des modèles d'IA généralistes. Ils ont le subnet 37, appelé Fine Tuning, permettant d'utiliser des modèles de fondation afin d'affiner leur entraînement pour des tâches spécifiques. Ils ont le subnet 1, Apex, spécialisé dans l'inférence de modèles d'IA, donc qui va servir d'interface aux modèles d'IA. Et ils ont le subnet 25, appelé Mainframe, qui est spécialisé dans la résolution de problèmes scientifiques complexes. Donc avec les 4 premiers subnets que j'ai cités, ils retracent vraiment tout le cheminement, toutes les étapes nécessaires pour faire de l'IA, de la collecte de données jusqu'à l'utilisation de l'IA via l'inférence, en passant par l'entraînement de modèles d'IA. Et avec leur subnet Mainframe, ils proposent un cas d'utilisation direct de l'IA appliqué à la recherche scientifique. Un de leurs focus principaux actuellement, c'est aussi de développer des produits pour se servir facilement de l'intelligence de leurs subnets. Ils ont lancé Constellation, une genre de super app encore en bêta, qui regroupera toutes les interfaces de leurs différents subnets. Au cours de cette vidéo, on passera donc en revue chaque subnet de Macrocosmos, et je vous montrerai leur app sur Constellation s'ils en ont une aujourd'hui. Mais avant ça, on peut s'intéresser à l'équipe derrière le projet, car c'est un point très important. Ils sont environ 35 à plein temps, ce qui en fait sûrement la plus grosse équipe sur BitTensor. Le premier cofondateur est Stephen Cruz, il a un PhD en physique de l'université British Columbia, il a été en tête du machine learning chez Solid State AI pendant plus de 4 ans, et avant Macrocosmos, il a littéralement été CTO de la fondation OpenTensor, donc de BitTensor, pendant plus d'1 an, et c'est lui qui a créé le premier subnet de BitTensor. L'autre cofondateur, c'est Will Squires, il a travaillé plus de 10 ans chez Atkins, une grosse entreprise dans l'ingénierie, où il a fini directeur du digital, et où il a lancé un accélérateur à projet IA ayant recruté plus de 60 personnes. Et avant Macrocosmos, il était advisor pour la fondation OpenTensor, où il a notamment travaillé sur la mise à jour Révolution, qui a permis à BitTensor d'accueillir plusieurs subnets à la fois. Au niveau du reste de la team, on va majoritairement retrouver une petite armée d'ingénieurs, pour la plupart en machine learning. Je vais pas vous présenter les subnets par ordre chronologique, 1, 9, 13, 25, 37, je vais plutôt vous les présenter, comme tout à l'heure, par ordre logique, en suivant le processus complet pour faire de l'IA. Et quand on dit faire de l'IA, on parle du fait d'entraîner des modèles d'IA, en les nourrissant avec de grandes quantités de données, afin qu'ils puissent ensuite être utilisés, par exemple pour générer du texte, reconnaître des images ou faire des prédictions. Du coup, la première étape pour faire de l'IA, c'est de récolter plein de données, pour en faire des jeux de données. Ces jeux de données, ce sont des ensembles structurés d'informations qu'on utilise pour apprendre à un modèle comment reconnaître des schémas, comment accomplir telle ou telle tâche, comment prendre telle ou telle décision, etc. etc. Le problème, c'est qu'obtenir ces données, ça coûte très cher.
Les réseaux sociaux comme Twitter, Reddit, YouTube, etc. regorgent de données ultra pertinentes pour plein de cas d'utilisation. Mais c'est très galère d'extraire des données de YouTube. Et Twitter met à disposition une API, mais elle coûte une blinde. Pour accéder à, entre guillemets, seulement 1 million de posts par mois, ça coûte 54 000 $ par an. C'est là que le subnet 13 de Macrocosmos arrive en grande pompe. Ce subnet est appelé Data Universe, car son but est de collecter des milliards et des milliards de données provenant de différentes sources, et actuellement leurs focus principaux, ce sont les réseaux sociaux X, Reddit et YouTube. Mais à l'avenir, ils veulent s'étendre à d'autres réseaux sociaux, d'autres types de données, d'autres jeux de données open source. Le mécanisme d'incitation de ce subnet récompense la soumission de données les plus récentes et pertinentes possibles. Le rôle des mineurs, c'est donc de collecter des données de grande qualité, et le rôle des validateurs, c'est de valider la conformité de ces données, et de déterminer quels sont les mineurs qui fournissent les meilleures données. Grâce à ce système, ils ont déjà réussi à extraire près de 40 milliards de lignes de données à travers Reddit et Twitter, sachant qu'une ligne de données, ça correspond en gros à un post. Donc ça fait près de 40 milliards de posts collectés, ce qui est absolument colossal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'API de Twitter est limitée à 1 million de posts par mois, et à titre de comparaison, le deuxième subnet de collecte de données sur Bitensor, c'est le subnet 42 de Massa, qui a environ 400 millions de données collectées, ce qui est littéralement 100 fois moins que ce qu'a collecté Data Universe. Pour le moment, c'est quasi exclusivement des données de X et Reddit, mais depuis peu, ils collectent aussi des données de YouTube, que ce soit les transcripts des vidéos, leurs descriptions, leurs métriques, etc. Les cas d'utilisation de ce subnet sont donc multiples. On peut s'en servir comme solution pour collecter plein de données pour beaucoup moins cher que les solutions centralisées. On peut se servir de ces données de réseaux sociaux pour traquer des tendances, ou pour analyser le sentiment autour de différents sujets, comme par exemple pour anticiper le résultat d'élections présidentielles. On peut aussi s'en servir pour améliorer des outils de prédiction, pour de la prédiction de prix ou de la prédiction sportive par exemple. Et bien sûr, on peut utiliser les jeux de données pour entraîner des modèles d'IA. On verra d'ailleurs que Macrocosmos utilise actuellement les données de ce subnet pour entraîner le modèle sur leur subnet 9. Pour vous montrer tout ça, on peut aller sur la plateforme de Macrocosmos appelée Constellation, qui regroupe les applications de leurs 5 subnets, et on clique sur Data Universe. On peut voir qu'ils ont 2 produits live, Gravity et Nebula. Gravity, c'est un outil qui va nous permettre de faire une demande de collecte de données. On peut passer par Mission Commander, qui est un agent IA sous forme de LLM, qui utilise le subnet 1 de Macrocosmos, dont on reparlera plus tard, qui va nous aider à faire notre demande de collecte de données en langage naturel. On peut par exemple lui demander de collecter tous les posts de X et Reddit qui parlent de nutrition. On peut aussi directement entrer les hashtags Twitter ici, en ajouter, en enlever. Ensuite, quand tout est bon, on peut cliquer sur Launch Data Collection, et là notre tâche est créée, et le subnet va collecter des millions et des millions de posts sur X et Reddit. C'est grâce à ces données qu'on pourra par exemple analyser le sentiment autour d'un sujet, ou encore entraîner un modèle d'IA. Dans notre exemple, on pourrait entraîner un modèle d'IA spécialiste en nutrition. Pour ça, il faudra cliquer sur Build Datasets, et là tu pourras choisir le nombre de posts que tu veux, ce qui déterminera le prix à payer pour construire ton jeu de données. Et là, l'application Gravity, grâce au mineur en arrière-plan, il va préparer ton jeu de données. Une fois le jeu de données prêt, tu peux le télécharger et le voir sur Nebula. Nebula, c'est l'autre produit construit sur Data Universe. Faut voir ça comme un outil de visualisation de la donnée, qui va permettre de donner une forme à ces données pour qu'on puisse l'explorer facilement. Chaque point représente un post, et ils sont positionnés en fonction de leur sémantique, c'est-à-dire par exemple que les posts qui parlent de choses similaires vont être proches et inversement. Ils ont aussi construit un agent IA avec lequel on peut interagir en langage naturel, auquel on peut poser des questions, comme par exemple lui demander ce qui est tendance en ce moment. Et il va pouvoir nous guider grâce à la sémantique des données. En gros, l'idée c'est vraiment d'avoir une interface qui va nous permettre de mieux comprendre la donnée, plus rapidement, plus facilement. On peut donc s'en servir par exemple comme un outil de veille de marché, d'analyse de sentiment de marché. On peut aussi s'en servir en tant que data scientist pour affiner un jeu de données, pour ne garder que ce qui est pertinent, pour entraîner son modèle d'IA, etc., etc. Je tiens à souligner que Gravity et Nebula sont des applications encore en bêta. On n'est même pas encore à la V1. Donc c'est normal si ça lag un peu, si c'est pas parfait, et si l'interface n'a pas le meilleur design. Macrocosmos met cependant déjà à disposition une API pour que les développeurs puissent facilement interagir avec les données qui sont collectées sur le subnet. Et ça c'est nécessaire s'ils veulent avoir de l'adoption, s'ils veulent que de vraies applications se basent sur Data Universe. D'ailleurs en parlant d'adoption, leur point fort majeur, c'est qu'ils permettent comme on a vu de collecter bien plus de données que les solutions centralisées, et pour beaucoup moins cher. Et leur API est all-in-one, car ils proposent à la fois des données de Twitter, de Reddit, de YouTube, et bientôt d'autres canaux. Aujourd'hui leurs clients, ce sont surtout d'autres subnets Bitensor. Ils collaborent avec le subnet 6, le subnet 41, le subnet 44, le subnet 57, le subnet 60, le subnet 64, etc. Par exemple, le subnet 44, Score, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, ils vont venir utiliser des données de sentiment de marché de Data Universe afin de renforcer leur modèle de prédiction sportive. Avec le subnet 57 Gaia, ils travaillent sur des intégrations assez poussées afin d'enrichir leur modèle de prédiction météorologique. Ils sont aussi intégrés en tant qu'outil sur la plateforme de création d'agents IA Squad alimenté par le subnet Chutes, etc., etc. Et prochainement, Macrocosmos veut aussi faire en sorte de lister Gravity et Nebula sur des plateformes SaaS généralistes afin d'augmenter leur visibilité.
Le deuxième subnet de Macrocosmos dont on va parler, c'est le subnet 9 IOTA, qui est spécialisé dans le pré-entraînement de modèles. Le pré-entraînement, c'est la première étape pour entraîner un modèle d'IA. C'est ça qui va permettre de créer des modèles de fondation, c'est-à-dire des modèles de base généralistes, comme GPT-4, le modèle utilisé par ChatGPT. Du coup, ces modèles ont besoin de quantités astronomiques de données, et Macrocosmos va pouvoir en partie utiliser les données collectées par son subnet 13 pour entraîner les modèles sur le subnet 9. Mais aujourd'hui, pour entraîner de puissants modèles de fondation, on a besoin de milliers de GPU, tous amassés dans de gros data centers. Du coup forcément, ça coûte extrêmement cher, et c'est accessible qu'aux entreprises avec énormément de financement. Ça crée donc un monopole pour les quelques entreprises en contrôle des modèles d'IA les plus utilisés. C'est pour ça que Macrocosmos a créé ce subnet, pour inciter l'entraînement de modèles de façon plus décentralisée et permissionless. Et en fait, il faut savoir qu'il y a peu de temps, ils ont complètement revu le design de ce subnet. Avec l'ancien système, ils ont réussi à entraîner des modèles jusqu'à 14 milliards de paramètres, mais c'était difficile de scale davantage. Pourquoi? Car c'était une compétition en mode winner takes all. Un seul mineur était récompensé, celui qui avait entraîné le meilleur modèle, donc seul et sans collaboration. Mais en mai, après des mois et des mois de recherche et de développement, ils ont annoncé une refonte complète de subnet avec l'introduction de IOTA, acronyme de Incentivized Orchestrated Training Architecture. Le système d'entraînement d'IOTA est lui entièrement basé sur la collaboration entre les mineurs. Au lieu d'avoir entraîné le modèle tout entier comme dans l'ancien système, les mineurs n'entraînent qu'une fraction du modèle, qu'ils mettent ensuite en commun, ce qu'on appelle le swarm. Ça permet donc à tout un tas de mineurs d'entraîner collectivement un très gros modèle, ce qu'ils n'auraient jamais pu faire à échelle individuelle. C'est là que réside l'innovation de ce subnet, dans cette nouvelle architecture qui orchestre l'entraînement d'un grand modèle en répartissant le travail entre de nombreux nœuds distribués à travers le monde. Grâce à ça, Macrocosmos espère pouvoir prochainement entraîner un modèle de 70 milliards de paramètres, ce qui serait une première dans l'entraînement décentralisé permissionless. Mais ensuite, l'ambition c'est de scale jusqu'à 100, 500, 1000 milliards de paramètres, afin d'avoir un modèle qui pourrait réellement concurrencer ceux des géants de l'IA. Bon, on n'y est clairement pas encore, mais on est sur un début on va dire. Faut bien comprendre que c'est un challenge colossal de réussir à faire collaborer des mineurs à travers le monde pour entraîner un gros modèle. Je vais pas vous énumérer les termes techniques pour pas vous casser la tête, mais Macrocosmos a dû développer tout un tas de techniques pour arriver au design de subnet. On retrouve leurs techniques pour diviser les données et les parties de modèle entre chaque mineur, leur système de compression pour en quelque sorte zipper les données pour que les mineurs puissent communiquer de façon rapide dans cet environnement pourtant décentralisé, leur méthode qui permet de fusionner le travail de tous les mineurs sur un seul modèle, ou encore le mécanisme d'incitation du subnet qui va en gros récompenser les mineurs qui entraînent le mieux leur partie du modèle, avec les validateurs qui auront donc pour rôle de vérifier le travail des mineurs et de déterminer quels sont les meilleurs mineurs en leur attribuant un score. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, ils ont tout détaillé dans ce rapport. Enfin voilà, faut bien comprendre que personne d'autre n'a encore testé un système d'entraînement de modèles collaboratifs, distribué permissionless comme celui-ci. Donc il y aura sûrement des ajustements et des améliorations à y apporter, mais si ça fonctionne et qu'ils arrivent à entraîner un modèle compétitif, ce sera une réelle avancée dans l'entraînement décentralisé. Car oui, c'est bien beau de faire des modèles entraînés de façon permissionless et décentralisée, mais encore faut-il qu'ils soient performants sur les benchmarks par rapport aux modèles concurrents, sinon ils ne seront jamais utilisés. Et donc récemment, Macrocosmos a lancé l'entraînement d'un modèle de 15 milliards de paramètres, ce qui est 2 fois plus gros que l'entraînement du modèle qu'a récemment initié Templar, l'autre gros subnet d'entraînement décentralisé sur Bitensor. Pour suivre tout ça, ils se sont donnés pour faire un dashboard bien stylé. On peut voir cette espèce d'énorme cylindre où chaque point correspond à un mineur, et on peut voir leur UID, leur info, leur localisation. Et ce cylindre est composé de 5 couches, c'est comme ça qu'ils divisent l'entraînement du modèle. Chaque couche représente une partie du modèle qui est entraîné, et c'est en combinant toutes les couches qu'on a le modèle final. Et donc sur chaque couche, il y a une compétition entre les différents mineurs, qui consiste à entraîner le mieux possible leur partie du modèle. Sur ce dashboard, on a aussi une vue map, qui permet de voir où sont positionnés les différents mineurs à travers le monde, et on peut voir que c'est bien distribué à travers différents pays et continents. Puis on a aussi une vue en tableau plus classique. On peut maintenant jeter un œil sur la roadmap d'IOTA. Phase 1, c'est la phase actuelle. C'est s'assurer que leur système fonctionne bien et y apporter toutes les mises à jour nécessaires pour le stabiliser au mieux. Phase 2, ce sera la phase durant laquelle ils vont améliorer leur système de compression. Ils ont déjà des travaux en cours pour améliorer les performances. Et l'idée, c'est aussi de réduire les exigences matérielles pour participer à l'entraînement des modèles, de façon à ce qu'on puisse, à terme, nous-mêmes participer avec notre PC. Phase 3, c'est la phase prover, où IOTA va entraîner des modèles encore plus gros, et ils vont pas juste s'arrêter à des modèles de 70 milliards de paramètres, ils veulent entraîner les plus gros modèles open source jamais créés. C'est là qu'on arrive à la partie business model d'IOTA, ils ont pensé à 2 options différentes. La première permettrait à n'importe quel utilisateur d'utiliser le modèle pour un usage personnel, d'acheter de l'alpha token pour être propriétaire d'une partie du modèle, mais en même temps, il y aurait un système de licence payante pour les usages commerciaux à grande échelle, un peu comme fait Meta. La deuxième option, ce serait de permettre à plusieurs organisations de mutualiser leurs ressources pour cofinancer et co-entraîner un modèle d'IA, tout en partageant l'accès ou les droits sur le modèle obtenu.
Mais bon, je souligne qu'on n'est clairement pas encore à ce stade. Déjà, on va voir s'ils arrivent à entraîner un modèle compétitif de 15 milliards de paramètres, et on en reparlera. Et donc si on reprend le process pour faire de l'IA, une fois qu'on a ces modèles de fondation, ces fameux modèles pré-entraînés, comme ceux que Macrocosmos veut développer sur le Subnet 9 dont on vient de parler, on peut en fait ensuite affiner leur entraînement pour les adapter à des domaines ou à des tâches spécifiques. Ce process d'ajustement à un cas d'usage précis, on appelle ça le fine-tuning. Et aujourd'hui, la plupart des applications d'IA que vous utilisez, comme ChatGPT, Grok ou Gemini, se basent évidemment sur des modèles pré-entraînés, mais qui ont été par la suite fine-tunés pour le dialogue, pour qu'on puisse en servir d'assistant. Et le Subnet 37 de Macrocosmos, comme son nom l'indique, il est spécialisé dans le fine-tuning. Macrocosmos a créé ce Subnet car il voulait couvrir l'ensemble de la pipeline pour développer des modèles d'IA. Et le fine-tuning est une étape clé, car c'est généralement ça qui rend les modèles pré-remploi si on veut. Et donc sur ce Subnet, Macrocosmos va externaliser grâce à leur mécanisme d'incitation la production de modèles fine-tunés. Ils organisent pour ça une compétition de fine-tuning, où des développeurs en IA du monde entier vont pouvoir participer pour tenter de produire les meilleurs modèles et ainsi être rémunérés pour ça. Le rôle des validateurs est donc tout simplement d'évaluer la qualité des modèles soumis par les mineurs et de récompenser les mineurs qui ont développé les meilleurs modèles. Comme on peut voir sur leur dashboard, pour l'instant ils ont réussi à inciter la production de modèles fine-tunés de quelques milliards de paramètres qui montrent une certaine amélioration au fil du temps. Leur vision jusqu'à présent avec ce Subnet, c'était de créer un catalogue de modèles optimisés pour des tâches spécifiques, comme les chatbots, les assistants en programmation, en mathématiques, etc. Ils voudraient aussi que leur Subnet 1 Apex, dont on reparlera juste après, puisse à l'avenir utiliser directement les modèles du Subnet 37. Mais bon, pour dire les choses franchement, Macrocosmos a un peu délaissé ce Subnet ces derniers mois, au profit de leurs 4 autres Subnets, et ça se reflète dans la capitalisation de son token alpha. On en reparlera en fin de vidéo, mais le token du Subnet 37 est bien moins capitalisé que les autres Subnets. Macrocosmos a clairement priorisé ces derniers temps le développement d'IOTA, et pendant qu'il faisait grandement évoluer le design du Subnet 9, le Subnet 37 fine-tuning n'a pas vraiment évolué depuis un bout de temps. C'est toujours un système en mode winner takes all, pas ultra élaboré, comme avec l'ancien design du Subnet 9. Après, il y a peut-être un coup à jouer, si vous pariez sur le fait qu'un moment IOTA aura besoin de moins d'attention, et que Macrocosmos finisse par s'attarder sur ce Subnet pour lui faire un ravalement de façade complet. Maintenant, le 4e Subnet de Macrocosmos dont je vais parler, c'est le Subnet 1 appelé Apex, qui est spécialisé dans l'inférence de modèles d'IA. L'inférence, je rappelle que c'est quand vous allez utiliser un modèle d'IA. Quand vous envoyez un prompt à ChatGPT, ChatGPT va faire une inférence pour vous répondre. Et donc c'est là qu'on voit que l'écosystème de Subnet de Macrocosmos couvre tout le processus pour faire de l'IA, de la collecte de données, au pré-entraînement de modèles, au fine-tuning de modèles, jusqu'à l'inférence de modèles. Mais Apex ne fait pas juste de l'inférence basique. Apex c'est pas juste un Subnet qui héberge des modèles open source et qui propose des inférences. Tout l'objectif de Subnet, ça va être de créer des systèmes basés sur des agents IA, utilisant divers outils, différentes techniques, pour générer des inférences encore plus intelligentes en le moins de temps possible. Le but concrètement, c'est qu'en utilisant la techno de Apex, vous ayez de meilleures réponses qu'en utilisant simplement ChatGPT. Pour ça, ils utilisent ce qu'on appelle le test time compute. Retenez juste que c'est cette technique qui va permettre au modèle d'IA de réfléchir plus longtemps, d'utiliser plus de puissance de calcul, d'utiliser des outils, de faire des recherches sur le web, pour faire en sorte de générer une réponse encore plus pertinente que si on avait fait une inférence basique du modèle. Mais alors comment ça marche? Que font les mineurs concrètement sur Apex? En fait, le but du Subnet, c'est d'inciter la production de réponses de très haute qualité en un temps record. Donc en gros pour ça, les validateurs vont dépenser beaucoup de puissance de calcul, vont utiliser plein d'outils, etc. pour produire des réponses de référence très complètes. Ce sont ces réponses de référence qui vont servir de standard de qualité. Du coup, de l'autre côté, les mineurs vont eux devoir produire une réponse d'aussi bonne qualité, mais en beaucoup moins de temps. L'idée, c'est d'inciter les mineurs à produire des réponses de qualité en quelques secondes qui auraient normalement pris plusieurs minutes à faire. Après, le truc pas forcément intuitif, mais qui a été une réelle problématique pour Macrocosmos, c'est que c'était une galère d'évaluer si la réponse du mineur était réellement aussi qualitative de celle du validateur. Pour résoudre ce problème, ils ont utilisé le principe des GAN, acronyme de Generative Adversarial Networks, et l'ont adapté à un Subnet Bitensor. Vous inquiétez pas, je savais pas non plus ce que c'était avant de creuser le Subnet 1, et je vais vous expliquer tout ça simplement. En gros, sur Apex, il y a deux types de mineurs. Il y a les mineurs générateurs, c'est ceux dont on vient de parler, qui sont chargés de générer les réponses, et il y a les mineurs discriminateurs, qui vont être chargés de déterminer si telle ou telle réponse a été générée par un validateur ou par un mineur générateur. Et quelle est l'utilité de ça? En fait, ça va pousser les mineurs générateurs à produire des réponses de plus en plus crédibles, jusqu'à ce qu'elles soient indiscernables de celles des validateurs. Et pourquoi ça pousse les mineurs générateurs à s'améliorer en continu? Bah tout simplement car si le mineur discriminateur devine que la réponse vient d'un mineur générateur, c'est le discriminateur qui va être récompensé. Et à l'inverse, si le discriminateur se gourre, c'est le mineur générateur qui va être récompensé, car ça montre qu'il aura produit une réponse tellement qualitative qu'il a trompé le discriminateur. C'est donc un jeu à somme nulle. Si un générateur gagne, c'est que le discriminateur a perdu, et vice versa. Ce qui pousse tous les acteurs à s'améliorer, et donc au système final à produire les meilleures réponses possibles. Et puis apparemment ça marche vraiment.
Ils ont dévoilé ces schémas incompréhensibles qui montrent en gros que leur système GAN fonctionne et que les mineurs produisent des réponses de plus en plus proches du standard de qualité des validateurs. Enfin voilà, j'espère que cette explication vous aura pas trop pris la tête. Je trouvais ça intéressant de comprendre ce qu'il y avait sous le capot du Subnet 1, car je vous garantis que peu de gens captent vraiment ce qu'ils font sur Subnet. Et donc comme j'ai dit, le but du Subnet, ce serait donc de créer des services d'IA basés sur l'inférence, qui seraient plus pertinents qu'une simple utilisation d'un modèle comme Llama. Macrocosmos a donc tout d'abord créé une API pour permettre facilement aux développeurs d'intégrer l'intelligence d'Apex dans leur application. Les développeurs peuvent s'en servir par exemple pour intégrer Apex à leur chatbot, leur agent IA, mais aussi pour faire des recherches web en temps réel, ou encore faire des recherches poussées qui nécessitent beaucoup de raisonnement pour résoudre des problèmes complexes. Et bien sûr, tout ça avec un temps de réponse rapide et à moindre coût, toujours avec l'objectif de finir par faire mieux que les modèles leaders actuels. Comme on a vu plus tôt dans la vidéo, Macrocosmos s'est servi d'Apex pour créer Mission Commander, un chatbot agent IA intégré à Gravity qui permet de guider les utilisateurs dans leurs tâches de collecte de données. Mais Macrocosmos a aussi construit une application dédiée à Apex qui propose actuellement 4 options d'inférence différentes. On a Basic, bon comme son nom l'indique, c'est juste de l'inférence basique de modèles open source, ça utilise pas vraiment l'intelligence d'Apex, et là en l'occurrence il me semble qu'il utilise Llama, le modèle de Meta. Par contre les autres options sont bien basées sur des process ou agents IA gérés par les mineurs pour produire des réponses dans l'idée meilleure que si on avait juste utilisé un modèle tout seul. On a Combine, qui va permettre d'interroger plusieurs modèles différents et de sélectionner uniquement la meilleure réponse à travers un genre de vote des mineurs, afin de tirer parti de l'intelligence collective. On a Web Enhance, comme son nom l'indique, il permet de faire des recherches web, mais l'option qui est vraiment la plus innovante, c'est Reasoning, car c'est elle qui est basée sur le système de GAN qu'on a vu, afin de permettre des réponses les plus qualitatives possibles en peu de temps. Bon en vrai honnêtement j'ai un peu testé, pour l'instant je préfère rester sur ChatGPT, mais forcément on va pas réussir à déloger OpenAI comme ça en quelques mois. Laissons-leur un peu de temps, et peut-être que là où ils vont vraiment percer, ce sera sur des cas d'utilisation spécifiques. Pareil, le business model est pas encore en place, et Macrocosmos travaille activement pour monétiser tout ça au plus vite, mettre en place de puissantes API, etc. Bon alors, les 4 subnets qu'on vient de passer en revue, ça permet vraiment à Macrocosmos de ratisser très large, et de créer toute une stack pour faire de l'IA de façon décentralisée. Mais les fondateurs de Macrocosmos étant des cracks, ils voulaient pousser Bitensor dans ses retranchements, voir si on pouvait aussi utiliser un subnet pour faire de la recherche scientifique de très haut niveau. Pour ça, ils ont voulu s'attaquer à un domaine scientifique réputé comme étant très complexe, le domaine du repliement de protéines. Mais alors c'est quoi ce truc encore? En fait, en gros, le repliement de protéines, c'est le fait de prédire la structure d'une protéine et comment elle va se comporter dans votre corps. Mais à quoi ça sert? Bah en fait, en comprenant comment une protéine se comporte dans ton corps, on va pouvoir concevoir de nouveaux médicaments. Car en connaissant la forme exacte d'une protéine liée à une maladie, on peut créer des molécules qui s'y fixent pour la bloquer ou la modifier. On va pouvoir mieux comprendre les maladies, car de nombreuses maladies comme Alzheimer proviennent de protéines mal repliées, donc ça pourrait aider à identifier les causes et à trouver des solutions. Et on va aussi pouvoir créer de nouvelles protéines, utiles dans le domaine de la biotechnologie, pour par exemple créer des enzymes qui dégradent le plastique, ou produire de nouveaux biocarburants. Donc c'est vraiment un domaine de recherche passionnant, qui pourrait amener à des innovations révolutionnaires, et qui attire de nombreux chercheurs et entrepreneurs en IA. Mais le problème, c'est qu'il existe des millions et des millions de protéines différentes. Et donc c'est ultra compliqué, chronophage et coûteux pour les chercheurs de faire les expériences pour simuler le comportement de chaque protéine. C'est pour ça qu'avant l'arrivée de l'IA, on ne connaissait la structure que de quelques milliers de protéines. Mais depuis quelques années, on a des entreprises comme Google DeepMind qui ont développé des solutions IA spécialisées pour prédire la structure des protéines à très grande échelle. Avec AlphaFold, ils ont par exemple déjà prédit la structure 3D de plus de 200 millions de protéines. Donc voilà, tout ça c'est super, mais ça amène un nouveau problème. Vu que cette prédiction de protéines est très complexe, ça demande énormément de puissance de calcul pour faire les simulations, mais vraiment énormément. Et comme on a vu AlphaFold, c'est Google, donc eux ils sont blindés, ils peuvent se le permettre. Mais du coup si on est un entrepreneur ou un chercheur indépendant, utiliser leur modèle, ça va entraîner de forts coûts en puissance de calcul. C'est là que Macrocosmos rentre en jeu, avec son Subnet 25 Mainframe. Grâce à l'API de Mainframe, vous allez pouvoir soumettre des tâches de repliement de protéines, que ce soit pour créer des datasets pour l'entraînement de modèles d'IA scientifiques avec le Folding API, ou que ce soit pour mener des recherches scientifiques avec l'Organic API. Ensuite, ces tâches sont envoyées aux mineurs, et ce sont donc eux qui vont prendre en charge la puissance de calcul nécessaire pour exécuter des simulations de repliement de protéines et tenter de trouver la configuration de protéines la plus optimale possible. Et bien sûr par la suite, ce sont les validateurs qui seront responsables de déterminer quelles sont les protéines avec la configuration la plus optimale, pour savoir quel mineur est compensé, et quelle structure finale de la protéine envoyée aux utilisateurs de l'API. Depuis juin 2024, le Subnet 25 a simulé le repliement de plus de 180 000 protéines. Bon oui, forcément c'est encore assez loin du volume que peut gérer Google. Par contre, ce subnet pouvait replier plus de protéines et plus vite que Folding Home, qui était jusque-là le plus gros projet de calcul décentralisé dans la simulation de protéines, qui existe depuis plus de 25 ans, sachant que le subnet Mainframe a une relativement petite équipe travaillant dessus.
On peut aussi noter que Macrocosmos a réalisé des partenariats de recherche avec des instituts comme Max Planck ou Sussex. D'ailleurs, c'est justement en parlant à ces instituts qu'ils se sont rendus compte que le repliement de protéines c'était super, mais qu'ils devaient aussi faire du docking. Mais pourquoi? C'est quoi le docking? En fait, le docking, c'est le fait de simuler comment une molécule, par exemple un médicament, va interagir avec une protéine pour prédire s'il va être efficace ou toxique. Du coup, pour faire ça, t'as d'abord besoin de connaître la forme de la protéine, donc ça repose directement sur le repliement de protéines. Et aujourd'hui, il y a justement un gros mouvement dans la découverte de médicaments par IA qui consiste à combiner ces deux techniques. C'est pour ça que Macrocosmos le rend possible sur son subnet, pour en faire un outil concret et utile pour des gens qui sont prêts à payer pour ça. Et par la suite, après avoir parlé avec encore d'autres acteurs dans le secteur pharmaceutique et biomédical, Macrocosmos a décidé d'aller encore plus loin. Le marché du repliement de protéines pèse déjà plusieurs milliards, mais ils veulent à présent s'étendre à tous les domaines de la recherche scientifique. C'est pour ça que leur subnet s'appelait initialement Protein Folding et qu'ils l'ont renommé en Mainframe. Ils veulent que Mainframe soit un subnet beaucoup plus généraliste, qui apporte les ressources et la puissance de calcul nécessaires pour que les chercheurs puissent mener à bien n'importe quel type de recherche scientifique. Donc maintenant, ils s'attaquent à un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars. Tout de suite, ça en impose un peu plus. Bon alors globalement, comment ça fonctionnera? Ça m'a l'air assez simple. En fait, n'importe qui pourra soumettre une tâche de recherche scientifique, et après les mineurs vont être en compétition pour répondre au mieux à la tâche en question. J'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler quand on aura plus de concret à se mettre sous la dent. Mais en attendant, on peut quand même mentionner qu'ils ont signé leur premier client, Rowan Scientific, et les revenus générés sont reversés au subnet. Rowan, c'est une plateforme cloud qui permet de faire des calculs sur des molécules en utilisant des outils de chimie et d'IA. Et Macrocosmos, en gros, ils vont créer des données pour Rowan pour qu'ils entraînent des modèles de prédiction de médicaments. Rowan, c'est pas une boîte immense, et on sait pas combien ils payent, mais bon, ça reste plutôt stylé en vrai. Macrocosmos a également créé une application pour Mainframe sur Constellation, mais je vais pas faire genre que je comprends tout ce qui se passe, je suis pas chimiste ni chercheur en repliement de protéines, mais bon, d'après ce que je comprends, on peut chercher une protéine, sélectionner une configuration de cette protéine, il y a plein d'options, mais j'ai eu la flemme de demander à ChatGPT de m'expliquer chacune d'entre elles, et après vous pouvez cliquer sur Submit pour lancer le repliement de la protéine. Là vous voyez la compétition entre les mineurs qui essayent de plier au mieux votre protéine, et ensuite grâce au docking, vous pourrez directement lancer une analyse pour découvrir des médicaments basés sur cette protéine. Et vous pourrez par exemple demander comment ce médicament interagirait avec cette protéine, s'il serait dangereux ou pas, etc. En gros, vous pouvez replier des protéines et découvrir des médicaments sans aucune compétence en développement. Bon maintenant, avant de vous parler des 5 tokens de subnet de Macrocosmos, je vais vous partager mon avis sur leur projet, sur leurs points forts et sur les challenges qu'ils vont devoir surmonter. Comme j'ai dit en intro, selon moi, Macrocosmos possède de loin une des meilleures teams construisant sur BitTensor. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont la plus grande. Les cofondateurs ont des énormes cerveaux et ont contribué au protocole depuis ses débuts, de vrais OG de BitTensor. C'est Stephen, un des deux cofondateurs, qui a développé le premier subnet de BitTensor. Et ça peut vous paraître anodin, mais avoir l'emplacement de subnet numéro 1, ça a aussi beaucoup de valeur en termes d'investissement locatif sur BitTensor. Et plus il va y avoir de subnets, plus BitTensor prendra de l'ampleur, plus ça aura de la valeur d'avoir le subnet numéro 1, et même des numéros de subnet assez bas comme le 9 ou le 13, car ça montre l'ancienneté, la légitimité. Inconsciemment, ça donne plus de crédibilité et de valeur perçue à ces subnets aux yeux des utilisateurs et des investisseurs. En plus de ça, Macrocosmos joue un rôle assez central au sein de l'écosystème de subnets, et il développe tout un tas de synergies entre leurs solutions et d'autres subnets. Que ce soit avec Apex, qui peut être intégré dans n'importe quel subnet, avec Data Universe, qui est déjà utilisé par de très nombreux subnets, ou bientôt avec les modèles qu'ils vont développer sur IOTA, qui pourront aussi être utilisés par les subnets. Lors de l'événement Proof of Talk, BitTensor a décidé de réaliser leur podcast hebdomadaire Novelty Search, mais en live, sur une scène au Louvre. D'ailleurs, j'étais invité, donc j'ai eu la chance d'y assister. Et naturellement, ce sont les fondateurs de Macrocosmos qui ont été conviés pour parler de leur subnet et de leur vision. Enfin bref, comme on a vu lors de la vidéo, Macrocosmos développe un écosystème de subnets ayant pour but de retracer tout le process pour faire de l'IA, mais de façon 100% open source, décentralisée, permissionless, avec l'objectif d'afficher de meilleures performances que les concurrents centralisés, tout ça en cassant drastiquement les coûts. Et même si actuellement ils ne génèrent pas encore des millions de dollars, sachez qu'ils ont bien en tête l'importance d'avoir un business model rentable à terme sur chaque subnet et qu'ils travaillent activement pour créer des partenariats, trouver des clients et développer des API utilisables par n'importe quelle entreprise ou développeur. Après clairement, je vais les attendre au tournant à ce niveau, car c'est leur capacité à créer des solutions réellement adoptées par de nombreuses entreprises ou de gros clients qui va déterminer le futur de Macrocosmos. Donc en tant que subnet owner de 5 subnets, va falloir qu'ils prouvent qu'ils sont à la hauteur de ce challenge. D'ailleurs ce nombre élevé de subnets, c'est une force mais c'est aussi à double tranchant. Car qui dit 5 subnets, dit 5 projets différents à gérer, 5 mécanismes d'incitation à entretenir, 5 business models à mettre en place, 5 tokens de subnets à maintenir en vie. Et en vrai, même s'ils ont la plus grosse équipe sur BitTensor, on peut d'ores et déjà voir qu'ils peuvent pas être à fond en même temps sur chaque subnet. C'est pourquoi ils ont par exemple délaissé le subnet 37 au profit du subnet 9 ces derniers mois.
Ensuite, j'ai aussi fait pas mal de feedback à la team par rapport au design et à l'UX de leur application Constellation. Les interfaces sont loin d'être horribles, mais on n'est pas dans le haut du panier de ce qui se fait dans le Web 2. Les interfaces de Rayon Lab, selon moi par exemple, elles sont beaucoup plus abouties, plus stylées et plus faciles à utiliser. Je leur ai aussi dit que c'était un peu le bordel pour s'y retrouver entre toutes les appellations de leurs 5 subnets et des différents produits. Il y a trop de termes. Constellation, Data Universe, Gravity, Mission Commander, Nebula, Apex, Mainframe, etc. etc. C'est vraiment pas évident de s'y retrouver si on n'est pas fan de Macrocosmos, je trouve. Et de manière générale, tout n'est pas encore live. On peut voir qu'on n'a pas encore l'app pour le Subnet 37, ni celle pour le Subnet 9. D'ailleurs, l'entraînement du modèle de 15 milliards de paramètres du Subnet 9 vient tout juste de démarrer, donc faudra suivre si tout se passe bien. Et même les applications qui sont déjà sorties, comme Gravity, Apex ou Nebula, je rappelle que ce sont des bêtas, la V1 n'est même pas encore sortie. Leur site web pareil, pour moi ils doivent absolument évoluer. Mais bon, ça je l'ai dit à la team aussi, ils sont au courant de ça et ils sont d'accord. Les sites web de leurs 5 subnets datent beaucoup trop et ont grand besoin d'une refonte. Mais pareil, le fait d'avoir 5 subnets et 5 sites, ça rend tout plus compliqué. Enfin bref, Macrocosmos est un projet qui va beaucoup évoluer dans les prochains mois, et je tâcherai de suivre les avancées les plus importantes sur cette chaîne YouTube et en live YouTube. Pour finir sur les challenges, je dirais qu'embaucher plus de personnes au marketing, ça serait pas de trop, ça leur ferait le plus grand bien, car jusqu'à présent, on a parfois de jolies infographies, mais ça reste ultra technique, et la communication de Macrocosmos ne cible globalement que les développeurs et chercheurs en IA. Bon alors, le moment que vous attendez tous, on va parler des tokens des subnets. Je préfère prévenir, 4 de leurs tokens sur 5 ont une charte qui peut faire assez peur, comme beaucoup de charts de subnets actuellement. Tout d'abord, on a le token du Subnet 13 Data Universe, capitalisé à environ 13 millions de dollars pour 190 millions de FDV. Comme on peut voir, c'est une belle chute continue depuis 2 mois, le token est même passé en dessous du bottom qu'il avait posé en mars. Du côté du Subnet 9 IOTA, on est sur une market cap de 18 millions de dollars pour une FDV de 285 millions. En vrai, c'est une des plus belles charts de tokens sur Bitensor, et s'il a réussi à pump dernièrement, c'est grâce à la refonte du design du Subnet et à l'annonce d'IOTA. Le Subnet 37 Fine Tuning, la chart fait pas rêver c'est sûr. Après comme j'ai dit, c'est parce que le Subnet s'est un peu fait délaisser, et du coup il y a une market cap plutôt faible, seulement 2 millions avec une FDV de 35 millions. Donc même si Macrocosmos l'a un peu négligé, il est pas oublié non plus selon moi, surtout s'ils décident de le faire évoluer comme ils l'ont fait avec IOTA. Ensuite on a le Subnet 1 Apex, qui affiche actuellement 12 millions de market cap pour 190 millions de FDV. La chart reflète parfaitement le fait que depuis début mai, la pression acheteuse est tout simplement insuffisante, ce qui se retranscrit par quasi aucune bougie verte en 1 mois et demi. Et pour finir avec le Subnet 25 Mainframe, on est sur une market cap plutôt raisonnable, d'environ 5 millions pour 75 millions de FDV. Et bon, la chart ressemble globalement pas mal à celle du Subnet 13 Data Universe. Bon voilà, comme vous avez vu, je vous ai pas menti, les charts sont un peu effrayantes. Globalement, soit on est très proche d'un bottom, et donc on est sur des prix d'achat très attractifs, si le marché crypto repart et que la liquidité revient sur les subnets, soit le marché altcoin décide de continuer sa chute, ce qui risque de prolonger le saignement des tokens de subnets. Moi perso, vous connaissez déjà ma position si vous suivez mes lives, je crois en Bitensor et ses meilleurs subnets, je vois beaucoup de catalyseurs potentiels, comme le fait qu'on pourra bientôt acheter des tokens de subnet depuis n'importe quelle blockchain majeure, ce qui pourrait amener énormément de liquidités. Mais je n'ai pas non plus de boule de cristal, donc je ne fais pas de all-in, je DCA tranquillement mes subnets préférés, et les subnets de Macrocosmos en font clairement partie. Donc à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle, vous êtes 100% responsable de vos investissements. Après, si vous décidez de vous exposer au subnet de Macrocosmos, vous pouvez soit faire du subnet picking et choisir quel subnet de Macrocosmos vous préférez, quel validateur prendre pour chaque subnet. Pour ça, vous pouvez investir en passant sur des plateformes comme Taostats. Soit vous pouvez investir dans la stratégie Macrocosmos de MantaMinds, qui vous permet d'investir en un clic dans un genre d'ETF des 5 subnets de Macrocosmos, où le pourcentage investi dans chacun des 5 subnets est pondéré en fonction des performances de chaque subnet, et où c'est MantaMinds qui gère l'optimisation de votre rendement. Comme d'hab, si la plateforme MantaMinds vous intéresse et que vous voulez soutenir mon travail autour de Bitensor, qui est malheureusement très dur à monétiser si je veux garder mes vidéos gratuites et publiques, vous pouvez passer par mon lien affilié en description. Mais bien sûr, je rappelle pour la 654e fois qu'investir dans les subnets comporte des risques, que ce soit en passant par Taostats ou MantaMinds, si les tokens perdent en valeur, votre investissement en Tao va perdre en valeur. Donc si vous n'êtes pas prêt à prendre ce risque, je vous conseille de rester sur la stratégie Optimized Routes, c'est du staking simple et ultra optimisé, sans risque de perdre votre capital initial. Et après sinon vous avez la stratégie Protected Alpha, si vous souhaitez garder votre capital initial sécurisé sur route, et que ce soit seulement vos dividendes qui soient réinvestis dans le top 15 des subnets, pour potentiellement booster votre rendement et avoir une légère exposition aux subnets, sans risque de perdre votre capital initial. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui donner de la force, car en ce moment le désintérêt au niveau du marché crypto est assez énorme. D'ailleurs bravo à vous si vous continuez de vous intéresser à Bitensor, quand les prix ne montent pas forcément. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.